Le piano, je pense que c'est vraiment mon point d'entrée dans ce qui m'a intéressé dans l'art. C'est ce qui m'a permis de commencer toute la suite du processus. C'est tellement plaisant pour moi de jouer que je ne veux pas en fait avoir d'échéance pécuniaire à la fin du mois. J'ai décidé de ne pas en faire une activité professionnelle. Et en fait, c'est mon petit jardin secret et c'est le truc dans lequel je me réfugie, où je me sens bien. Je veux juste le garder pour ça, quoi. Au début, j'avais pas particulièrement d'attrait pour le bois, ça aurait pu être un autre matériau. En fait, c'est au fur et à mesure des années, en travaillant ce matériau, qui n'est pas un matériau, c'est un arbre, donc c'est un être vivant, et que je me suis moi-même rapproché de la nature, au final. Quand j'étais petit, j'étais assez solitaire. C'est vrai que je suis d'ailleurs resté un petit peu solitaire dans le fond. C'est vrai que je passais beaucoup de temps dans cette chambre, dans cet univers-là que j'ai commencé à bidouiller de mes mains. C'était pas du bois, vraiment pas. C'était sur ce bureau, je faisais des petites figurines. J'en ai plein d'ailleurs là, qui sont là. Et c'était pas, comment dire, j'y passais mes week-ends, mais j'y passais surtout mes nuits. Dès que je rentrais, je m'endormais sur mon lit, je faisais pas trop mes devoirs et direct je faisais les figurines et jusqu'à pas d'heure. Et c'est là où j'ai commencé à, comment dire, à avoir tout cet univers artistique qui est aussi entre le piano, entre les guitares, entre les maquettes. Et je pense que ça représente bien tout l'univers en fait artistique qui a baigné mon enfance. J'ai eu un premier atelier assez rustique, très mal isolé, comme si je travaillais dehors en fait. Et il y a 4 ans, j'ai enfin pu m'installer en Anglet, dans un espace déjà beaucoup plus grand et beaucoup plus adapté à mes besoins, ce qui a permis de faire évoluer mes créations. Par choix, je travaille tout seul dans cet atelier. J'ai pas du tout réussi à rentrer dans le moule de l'entreprise. Du coup, j'ai décidé de fabriquer mon propre moule en quelque sorte. De manière générale, je me sens assez agressé par la journée. Tout ce qui est bruit ambiant, bruit des voitures, les infos à la radio, la forte lumière qui peut être aveuglante. Et l'atelier, c'est un lieu dans lequel je maîtrise mon environnement. Et c'est un peu comme un cocon où je peux choisir la musique que j'écoute toute la journée. Et c'est quelque chose qui rythme clairement mes journées. Si j'ai du gros débit à faire, que je dois porter des choses un peu lourdes, faire quelque chose de physique, avec les machines allumées derrière, j'adore balancer du gros son, du punk ou du métal. Quand j'ai la chance de pouvoir éteindre les machines et de travailler dans le silence, j'aime bien me mettre des podcasts ou écouter du piano, comme Debussy par exemple ou Gonzalez. Après un BTS audiovisuel que j'ai passé à Paris, donc loin du Pays Basque d'où je suis natif, je me suis pas du tout épanoui, professionnellement du moins. J'étais complètement paumé à ce moment-là. Et c'est là où j'ai entamé en fait une formation en alternance chez les Compagnons du Tour de France. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et le fait d'être en alternance, ça m'a permis de le faire avec un patron, un super patron, Pierre, pour le citer, et son salarié Johan, qui ont été hyper généreux sur le côté transmission. Et je savais au tout premier mois que c'est ce que je voulais continuer à faire par la suite. J'ai ensuite poussé l'apprentissage jusqu'à l'école supérieure d'ébénisterie d'Avignon. Et là encore, j'ai trouvé des profs hyper investis et j'ai pu profiter en fait de la passion et de leur transmission dans un environnement vraiment formidable. Pour qu'une idée se transforme en quelque chose d'un peu palpable, d'abord c'est un échange humain, c'est-à-dire une conversation sur le lieu, dans l'idéal où va finir le meuble ou l'agencement.
Et il y a une étape qui est absolument primordiale, c'est celle du dessin 3D. Les clients se rendent beaucoup mieux compte des volumes et de la mise en situation. C'est très pratique pour gagner en précision. Lors de la fabrication, on peut envisager peut-être des projets beaucoup plus audacieux. Ça permet aussi d'avancer avec moins de stress et d'avancer étape par étape. C'est très très rassurant. Je pense que pour être un bon artisan aujourd'hui, il n'y a pas besoin forcément d'être Michel-Ange. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est plus du tout dans une époque où on met au centre le dessin figuratif et l'ultra-réalisme. Et c'est tant mieux pour les personnes comme moi qui n'ont pas une capacité innée pour le dessin. J'essaye au maximum d'être au point techniquement pour réussir à me dédouaner de la technique et être très libre artistiquement. Je prends beaucoup de plaisir à chercher le bon équilibre entre les différentes lignes, les trajectoires, les courbes. J'essaye toujours de garder en tête d'enlever ce qui n'est pas nécessaire pour commencer et de ne pas complexifier inutilement. Parfois ça se joue à quelques centimètres pour qu'un dessin soit réussi ou qu'il soit raté. En termes de style, je pense plutôt m'inscrire dans quelque chose d'hybride qui mélangerait le style nordique et plutôt les influences japonaises. Et l'ensemble des deux, ça s'appelle le Japandi. Au premier regard, j'aime bien que ça paraisse simple. Lorsqu'on se rapproche petit à petit du meuble, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de détails. Je pense que c'est là où est notre intérêt en tant qu'artisan. Pour certains projets, j'aime beaucoup faire appel à des savoir-faire complémentaires, comme celui du canage, la métallerie, la gainerie. Mon attrait pour l'artisanat japonais s'est matérialisé par l'intégration de kumiko dans mes créations. C'est un exercice très particulier et assez différent de ce que je fais d'habitude, parce que ça demande de s'inscrire dans la longueur et d'avoir une répétitivité extrême. Pour que ça marche, il faut que ce soit parfait, ça demande de la constance. Je vois ça d'un œil assez occidental, assez éloigné du coup de la tradition japonaise, parce que c'est pas ma culture, et je l'utilise vraiment par touche. Ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de l'intégrer à mon propre univers et de proposer quelque chose de différent. De manière générale, l'ébénisterie demande beaucoup de concentration et de précision. Du coup, dans mes journées, j'ai besoin de pause et j'ai toujours la guitare sous l'établi, histoire de m'évader.
la provenance du bois, c'est quelque chose de primordial. Lorsqu'il s'agit de bois massif, je travaille que avec du bois local. Je me permets d'utiliser un petit peu de plaquage exotique, mais vraiment dans de toutes petites quantités. Avec l'augmentation du prix du bois cette année, qui a littéralement explosé, il a fallu trouver une solution pour continuer à proposer du bois local aux clients. Et ça, c'est primordial pour moi de proposer du local. Du coup, on s'est mis à plusieurs et on a pu investir dans du matériel de scierie. Et on arrive directement dans la forêt. On est capable de couper des arbres qui sont déjà au sol et d'en faire des planches et de les faire sécher ensuite. En travaillant de cette manière, ça implique de gérer tout le séchage qui suit la coupe du bois. Ça dure plusieurs années. Si je fais une planche de 3 cm, il faut que j'attende 3 ans. Du coup, on est obligé de s'inscrire dans un temps long et on respecte, je pense, la matière beaucoup plus. Et on ne peut pas se permettre de gaspiller après tout ce que ça a impliqué. Quand j'ai quelque chose en tête, c'est quasi impossible de me l'enlever avant que ce soit accompli. C'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que je me lance dans des projets difficiles parfois et que j'arrive au bout.